Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour notre rendez-vous hebdomadaire, on va parler d'un homme, d'un roi et d'une ascension aussi fulgurante qu'imprévisible. On va raconter la vie et le règne d'un des Kuningast les plus emblématiques d'Asgartha, Exas. Exas est donc arrivé au pouvoir assez naturellement en 70 AC. Ce beau et charismatique Kuningast avait de grands projets pour Asgartha et comptait bien perpétuer le travail déjà initié aux côtés de Kuwait. Pérenniser et faire grandir la nation d'Asgartha était toujours pour lui une priorité. En parallèle, on va également suivre l'histoire d'un enfant qui, à 5 ans, perd ses parents dans une singularité de tumulte. Ce jeune garçon est donc confié en 60 AC à une école nommée Ugetsu Fenshen. Cet orphelin, c'est Gericht van Bracht, et au sein du monastère, il est placé sous la tutelle d'un vieil épéiste nommé Sudran. Il va vite devoir s'adapter à cette vie rude faite de corvées et d'entraînement acharné. Mais Gericht se fait vite des camarades d'infortune, notamment Nadra, une jeune amie qui lui joue souvent des mélodies avec son luth. En 65 AC, Sudran lui annonce qu'il est prêt à devenir disciple à son tour. À 10 ans, Gericht remplace alors les corvées par le maniement de l'épée et un entraînement sans relâche. Nadra le rejoint vite en tant qu'apprenti épéiste, et au bout de quelques années, il reprend goût à la vie avec cet entraînement intensif qui lui fait se sentir enfin utile. Il alimente sa soif de perfectionnement comme un bravos, et il apprécie toujours les moments de partage et de complicité avec son ami Nadra à ses côtés. Pendant ce temps, Exas commence à échanger régulièrement avec les caravanes de cette nouvelle faction que sont les Lyra, pour en apprendre davantage sur la géographie et le climat de la presqu'île d'Antea. Le peuplement de cette zone était nécessaire, puisqu'on a pu voir dans l'épisode 3 qu'elle regorge de ressources, notamment les plaines d'Arami qu'on surnommera plus tard le grenier d'Asgartha. Il aide aussi les Izmir, les Bravos et l'Ordis à se structurer, en leur apportant un soutien logistique et matériel. Mais surtout, il entame un financement pour les recherches d'un physicien dont vous connaissez probablement le nom, Jian Lam. Jian Lam, dont on connaît aujourd'hui surtout les Eidolons, est en 72 AC à l'origine de grandes avancées technologiques pour la nation d'Asgartha. L'objet de ses études porte sur un nouveau matériau, présent depuis la Confluence, qu'on a en réalité déjà un peu abordé sans le mentionner directement. Parce que ce matériau sera nécessaire à toutes les structures, les véhicules et les objets qui ne sont pas soumis normalement à la gravité. Il permettra notamment de faire léviter le bastion des Ordis, le monolithe, mais également l'Ouroboros, du clan Kazirga, ou encore les jardins suspendus du Kadigir pour les Izmir. Ce matériau qui a émergé avec la Confluence, Jian Lam l'a appelé l'aérolithe. Les nomades du tumulte l'évoquaient déjà durant leur voyage en contemplant les ruines flottantes ou les rochers suspendus dans les airs comme par magie. Sauf que ce qui pouvait sembler être un caprice de la nature, Jian Lam y a vu un nouvel élément. Et c'est pour ça qu'à partir de 72 AC, il va étudier l'aérolithe pour apprendre à le manipuler et à s'en servir. Et même si j'aime pas trop m'écarter de la trame chronologique, son Eidolon sera ensuite un instructeur de renom pour les futurs ingénieurs de l'Axiom. Il sera également à l'origine des plateformes et des barges à lévitation, des élévateurs et de beaucoup d'autres inventions. L'aérolithe apportera vraiment avec toutes ces technologies un autre visage à Arcaster, mais également au ciel d'Asgartha avec les aéronefs, certaines Saanka, les vaisseaux amiraux. Bref, on a encore beaucoup de récits qui parlent de l'aérolithe dans le cours de l'histoire actuelle, et ce sera probablement d'autant plus important dans la prochaine extension étant donné que son nom, c'est l'Odyssée des cieux. C'est pour ça que ça me semblait important de m'attarder un peu sur cet inventeur, parce que je sais pas si on aura l'occasion d'y revenir en détail, et pourtant c'est un personnage assez central dans l'histoire d'Asgartha. En finançant les recherches de Jian Lam, en aidant les factions existantes à s'établir et en initiant le peuplement de la presqu'île d'Antea, Exas démarre son règne dans des conditions idéales. Mais je vous ai un peu spoilé à la fin de l'épisode précédent en vous dévoilant que ces conditions vont vite se détériorer. Personne ne sait déterminer si ce qu'on appelle le tourment est arrivé subitement ou progressivement, et personne ne sait non plus comment c'est arrivé, mais le formidable Kuningas va en 74 AC s'enfermer dans son palais. Palais de Kuningas et Kuningatar qu'on appelle d'ailleurs l'Elysium. L'Elysium, c'est un genre de paradis pour les héros dans la mythologie grecque. Dans son palais, Exas va recevoir la visite de conseillers et d'analystes, et il va mettre en place un certain nombre de plans et de mesures. Il va commencer par créer le Castigar, une faction d'altération qui lui est personnellement dévouée. Il va également créer une école militaire, le Magan, dédiée aux arts de la guerre. Petit à petit, il reprend aux factions les fonctions sociales, militaires ou économiques qui leur avaient été confiées pour les réattribuer à des organisations qu'il avait lui-même créées. Alors dit comme ça peut paraître évident qu'il établit un régime totalitaire, mais ces mesures se font de manière progressive et paraissent logiques pour la plupart des gens.
Les bravos ne pouvaient pas constituer le seul effectif armé. L'ordis ne pouvait pas être le seul garant de la loi et de l'administration, et les travaux et les Izmir ne pouvaient pas rester sans surveillance externe. C'est comme ça qu'en 5 ans, il enchaîne les lois et les décrets dans le but d'amorcer la deuxième phase de son plan. En 79 AC, Exas décrète que les bravos et l'ordis deviennent des regroupements illégaux et sont forcés à la dissolution. Les Izmir, eux, sont priés de se soumettre au Castigar, la faction d'altération à la solde d'Exas. Tous les soldats et guerriers d'Asgartha sont tenus de rejoindre les rangs du Magan, l'école militaire elle aussi créée et contrôlée par Exas. C'est à partir de ce moment que les Asgarthi commencent à ouvrir les yeux sur la situation politique et constatent qu'ils sont sous le joug d'un régime totalitaire et même d'une autocratie. Exas envoie également des émissaires dans les campagnes Asgarthi et notamment dans l'école de Gericht pour faire valoir l'arrêté royal qui interdit l'existence même du monastère. Walela, le grand maître de l'école Ugetsu Fenshen, refuse de se soumettre à l'autorité, ce qui mène à une attaque des soldats du Magan. Les moines se battent vaillamment lors de l'assaut, mais les forces du Magan sont bien trop nombreuses et éliminent le petit groupe d'épéistes, dont Nadra. Gericht, lui, est laissé pour mort dans les décombres du monastère. Évidemment, durant les prochaines années, des groupes tentent de se soulever, mais Exas réprime toute contestation. Il élimine les dissidents ou les altérateurs qui refusent de rejoindre le Castigar. C'est donc dans l'ombre que se crée un réseau de résistance qui, au lieu d'enfermer les soi-disant traîtres, les exfiltre au sein des caravanes Lyra qui écument la presqu'île d'Antea. Gericht est quant à lui secouru par un eidolon appelé Gun. C'est une valkyrie dans la mythologie nordique qu'on pourrait peut-être un jour retrouver sur nos cartes à jouer. Toujours est-il qu'elle lui demande de rejoindre la rébellion, chose qu'il accepte pour venger ses camarades. Exas manifeste clairement dans cette période des tendances paranoïaques, voire des épisodes psychotiques d'une violence absolue. On ne l'a pas encore mentionné, mais le conseiller personnel du Kuningasfu n'est autre que Kuwet Vasanti, un autre personnage qu'on peut retrouver sur nos cartes. Il était à l'époque le magister de la sphère d'Eidomancie, considéré probablement comme l'un des plus grands Eidomanciens après Eisun, la fille de Rune et fondatrice des Izmir. Des rumeurs disent que ce sont ces conseils qui sont à l'origine du règne sanguinaire d'Exas. Je parle de lui maintenant parce que comme vous le découvrez, il y a encore beaucoup de mystères autour de ce qui a mené Exas à la folie, et il est probable que Kuwat ait eu un rôle majeur dans cette entreprise. Tout comme Jian Lam, Kuwat Vasanti est également un personnage important dans le lore, parce que son eidolon restera à travers le temps un puissant eidomancien et continuera d'inspirer la crainte de par son lien privilégié avec Exas. La résistance rallie donc de plus en plus de partisans à sa cause durant ces années, si bien qu'en 86 AC, l'insurrection démarre. Les rebelles mènent des raids contre les forces du Magan, et Gericht y participe avec hargne mais surtout sans pitié. Lorsque ses victimes implorent son pardon, jamais il ne leur offre. Il est si impitoyable qu'il se forge une réputation au sein des rebelles. On l'appelle l'épéiste Saint-Clame, le dernier représentant de l'école Ugetsu Fenshen. Il est si doué et si fort qu'il devient vite l'étendard de la rébellion, mais il reste rempli de tristesse et de colère. Lors d'un dernier assaut, les rebelles investissent l'Elysium puis renversent les forces du Magan et du Castigar. Gericht, dans une rage frénétique, se fraye un chemin jusqu'à la salle du trône, mais il s'arrête juste à temps dans sa folie meurtrière pour épargner Exas. Le Kuningas les attendait là, avec le teint livide et le visage horrifié. Il clame que leur rébellion allait signer la mort de l'humanité et que lui seul savait les dangers qui les attendaient. Il essaye de les convaincre que tout ce qu'il avait fait était nécessaire à la survie de l'humanité. Pendant ce temps, Gericht avait réalisé qu'il avait des entailles béantes partout sur le corps, alors il s'assit dans un coin, avec le sourire aux lèvres, comme satisfait. Il n'appelle pas à l'aide, il se laisse mourir et rejoint ainsi son ami Nadra. On verra son eidolon apparaître quelques années plus tard dans les écoles d'escrime, jaugeant la valeur de ses combattants. Les révélations d'Exas, quant à elles, sont bien entendu un peu dures à avaler pour le peuple, qui a quand même vu toutes les factions être réprimées, et même ses membres massacrés. Donc c'est logiquement qu'Exas est condamné par un tribunal populaire à l'exil au sein du tumulte, qui est la peine la plus lourde qui existe en Asgartha. Une fois l'ordre ramené dans les instances administratives et politiques, le Castigar et le Magan démantelés, les factions se reforment et de nouvelles élections couronnent Akash en 87 AC en tant que nouveau Kuningas. Je ne sais pas si Yoshi, l'auteur du lore, s'est inspiré de faits réels en imaginant cette période politique. En tout cas, personnellement, Exas m'a un peu fait penser à Staline, parce qu'il commence son ascension dans l'ombre de Kuwait comme Staline dans celle de Lénine. Il crée le Castigar et le Magan et place ses alliés à des postes clés, comme Staline place les siens dans les différentes institutions de l'URSS. Ils éliminent tous les deux leurs opposants. Exas réprime aussi les dissidents à la manière des grandes purges staliniennes,
et surtout il devient de plus en plus paranoïaque, comme Staline qui se méfiait de tout le monde. En tout cas, c'est une période assez obscure qui peut être une source de théories nombreuses et variées. Est-ce que Exas était vraiment fou, ou est-ce qu'il savait quelque chose et qu'il a agi en conséquence? Est-ce que Kuwat l'a manipulé, et à quelle fin? Est-ce qu'il y a un lien avec l'aérolithe qui a été découvert dans les mêmes moments? Est-ce qu'il a vraiment disparu dans le tumulte, ou est-ce qu'il a encore un rôle à jouer? Dans tous les cas, je pense qu'on sait pas encore tout à propos de cette période et qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez être le plus probable, ou si vous avez des théories sur le sujet. Et si c'est le cas, je vous laisse les mettre en commentaire, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.